Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Pourquoi ce masque? Je vais vous expliquer. Donc, ravi de vous retrouver. Nous sommes effectivement jeudi 15 octobre. Macron a parlé hier soir, pour notre plus grand malheur. Je reviens sur la dernière vidéo, plus de 4000 vues, donc encore merci pour tout en 2 jours. Donc encore merci pour les partages, les échanges, les commentaires. Merci pour ce lien entre nous. J'ouvre une toute petite parenthèse. Vous savez qu'en région lyonnaise, nous avions la jeune Victorine qui avait été assassinée et il semblerait qu'on ait trouvé un coupable qui nous est présenté comme un père de famille de 26 ans, mais qui, d'après les photos qui fuitent sur Internet, n'est pas d'origine alsacienne, n'est pas d'origine auvergnate, ni bretonne, mais je n'en dis pas plus. Mais d'après les photos, c'est très visible de connaître l'origine de ce monsieur. Mais pour l'instant, nous n'avons pas son nom, son identité. Il semblerait qu'il était dans le même quartier que les parents et que dans le quartier où habitaient les parents de Victorine. Voilà, je ferme cette parenthèse, nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien. Alors, pourquoi ce masque? Ce masque est un masque en tissu distribué à une partie des gens de l'administration. Alors, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron s'étouffant avec son masque il est de la marque Dim. Alors, vous voyez, moi, ça me fait penser, vous savez, à la poche des slips kangourous, vous voyez. Hein. Donc, voilà. Alors, effectivement, fabriqué par Dim, il serait traité avec un biocide toxique de la zéolite d'argent, élément toxique pour la santé et l'environnement. Or, l'éducation nationale en a donné massivement aux enseignants qui doivent l'utiliser plusieurs heures par jour. Le gouvernement devra s'expliquer devant ce futur scandale d'État qui démontre encore une fois leur incompétence. Et donc je peux vous dire que dans d'autres administrations, ce masque tissu a été distribué. Et donc c'est une personne très proche de moi qui a reçu une dotation de 6 masques dans des petits sachets labellisés DIM. Et voilà. Donc nos vies sont entre les mains des puissants, mais on peut se poser des questions. Alors moi je l'ai utilisé, mais souvent bon, c'est pour sortir de la voiture, pour aller juste dans un magasin, je l'enlève après. Donc ils sont lavés, je n'arrive pas à sentir, mais bon, je veux bien croire ce qu'on me raconte. Écoutez, nous allons parler de ce couvre-feu instauré de 21h à 6h dans les zones d'état d'urgence sanitaire. Hein. Paris et sa région Île-de-France, Grenoble, Alpes Métropole, Métropole européenne de Lille, Métropole de Lyon, Métropole d'Aix-en-Provence, Marseille, Aix-Marseille-Provence, Montpellier, Méditerranée, Métropole, Métropole de Rouen en Normandie, Saint-Étienne Métropole et Toulouse Métropole. Donc, voilà, alors c'est incroyable mais vrai. La France a une population de 66,99 millions d'habitants à peu près. Et aujourd'hui, on a 8 928 personnes qui sont hospitalisées. Il semblerait qu'il y en ait 1633 en réanimation, en unité de service intensive pour le Covid. Ça représente combien, ça? Ça représente, je crois, 0,01%. Enfin bref, les autorités politiques et sanitaires décident un couvre-feu et la poursuite de l'état d'urgence pendant plusieurs mois pour ce tout petit delta de malades. Je vous retrouve dans 10 secondes. A tout de suite. Me revoilà. J'ouvre une autre petite parenthèse. J'ai vu des photos. Beaucoup de gens se réjouissaient au Mali. Hein. Le groupe djihadiste a célébré la libération de ses, à première vue, 204 frères d'armes autour d'un grand méchoui. D'ailleurs, un diplomate français interrogé par l'Opinion nous disait, le journal L'Opinion, « Les images de la libération de l'otage français converti à l'islam sont une excellente propagande pour les groupes djihadistes. » Macron, encore une nouvelle fois, ridiculisé. Bon, revenons à ce couvre-feu.
De toute façon, le gouvernement a toujours été incohérent. Hein. On imposait aux bars de fermer à 22 heures, mais il n'y avait pas de stratégie pour les transports en commun bondés matin et soir. Hein. Ce gouvernement n'était déjà plus crédible pour pouvoir faire la leçon aux Français concernant leur incivilité. Hein. On aurait pu dire que le virus était fainéant, car il ne veut pas au travail, hein, il passe ses journées au bistrot, et puis il sort, il est plus virulent le soir, et puis il attrape les vieux, car il marche moins vite. Pardonnez-moi cette boutade. Alors, vous savez, comment dire, c'est plein de contradictions. Il y avait un ferry en provenance du Maroc qui a fait finalement escale et qui a débarqué ses passagers à 7 malgré les suspensions de Covid. Voilà. C'est-à-dire, on laisse entrer des touristes suspectés d'avoir la Covid-19, parce qu'on lui donne un nom féminin. Et voilà, c'est ce genre de contradiction que les Français ne comprennent pas. On est prêt à faire des efforts, mais seulement si le gouvernement joue aussi le jeu et fait le nécessaire pour nous protéger. Idem, j'ai entendu des personnes dans les médias s'exprimer qui ont pris plusieurs fois par semaine l'avion et qui, dans les aéroports, ont dit n'être jamais contrôlés. Voilà. Bien. Comment dire ? Oui, effectivement, nous sommes en marche vers la crise sanitaire, financière. Macron met en place le couvre-feu, mais confirme les incompétents. Il a oublié l'essentiel de virer Véran et sa bande. Et puis on peut se poser la question, comme d'habitude, l'État n'a pas les moyens de faire respecter le couvre-feu dans les cités, parce qu'il ne faut pas arrêter un business qui marche. Donc, où est l'égalité, hein ? Alors, et quand même important, il semblerait que de juin à octobre, nous soyons passés de 7 500 à 34 000 postes d'infirmiers vacants, et il en part chaque jour. Les tests PCR dans la réalisation et les résultats sont trop tardifs. Certains sont incapables de distinguer un virus actif d'un virus inactif, que ce soit un SARS-CoV-2 ou un autre coronavirus. Des médecins de ville qui n'osent plus soigner les personnes infectées après les interdictions de chloroquine et autres. Des masques majoritairement inopérants qui étaient d'abord déconseillés, plus obligatoires, des réanimations avec intubation qui sont, si vous voulez, on vous présente ça, c'est confondu avec des soins intensifs dont les patients se portent bien. Vous pouvez être sous soins intensifs, mais voilà, sans être branché pendant 3 semaines avec un tuyau de tous les côtés. Mais on vous fait un amalgame pour vous faire peur. Hein. On oublie évidemment le nombre de malades et de morts chaque année de victimes de la grippe. Hein. On supprime des lits et des postes de soignants. On a tellement fait de mesures absurdes et paradoxales, ça enlève tout repère aux gens. Hein. On vous a balancé pendant des semaines des discours anxiogènes sur des deuxièmes vagues, dont même l'OMS dénie aujourd'hui l'existence. Et puis l'hôpital est tellement à genoux qu'en fin de compte, on arrive même à avoir ce qu'on appelle un cluster dans certains hôpitaux, faute de moyens. Alors, ce qu'on peut dire aussi sur l'État, c'est la communication politique est par définition destinée à frapper les esprits. Encore faut-il atteindre la bonne cible. Hein. Couvre-feu, ça nous rappelle à la guerre. Hein. Ça me fait penser au film avec Depardieu, Catherine Deneuve, Le Dernier Métro. Hein. C'est quand même une période de l'histoire très très noire. Nous en sommes là, peut-être. Enfin, le symbole donne le vertige. Le couvre-feu à Paris en 2020. Vous vous rendez compte ? Et les questions fusent, hein, donc évidemment. Covid-19 serait-il plus contagieux la nuit que le jour ? Pourquoi ? Comment ? Enfin bon. Mais la nature même du pouvoir politique est-il d'anticiper sur les besoins en masques, en tests et en places d'hôpital, ou bien de s'ingérer dans la vie intime des Français en leur indiquant à quelles heures ils ont le droit de sortir et combien de personnes peuvent prendre place autour de leur table ? Pas plus de 6. Hein. Pas plus de 6. L'idée est-elle d'arrêter de sanctionner toute personne parce qu'elle se trouve dans la rue de nuit après 21h ? Vous imaginez, par exemple, toutes les employés de magasins qui travaillent, X commerce, hein, ça peut être des supérettes qui ferment à 20h, à 21h, ça peut être des magasins de chaussures qui ferment à 19h, le temps de faire la caisse, le temps de ranger et tout, vous partez, vous avez 1 heure, 1 heure et demie de transport en commun, quand c'est pas 2 heures, dans des grosses banlieues, ben, vous arrivez chez vous, c'est pas 21h, hein, pour peu que le métro, voyez, et c'est un truc de fou, c'est-à-dire que les gens qui terminent dans un commerce vont être obligés de partir au moins à 18h, parce que sinon ils ne sont jamais chez eux avant 21h.
Voilà. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, ça va être un peu compliqué. Enfin, vous avez Macron et son culte de la personnalité à outrance. On banalise des restrictions à la liberté. En fin de compte, c'est cette puissance publique qui s'ingère dans la vie privée des personnes. Évidemment, bien sûr, anéantissement du tissu économique, de la restauration, du spectacle, qui sont quand même au cœur de la vie sociale. Franchement, la France file un mauvais coton. Elle est confrontée à deux virus, le coronavirus, peut-être, et le virus du mépris. Et ce mépris fait très 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 peur. Et ça commence quand même à sentir le roussi. Alors ça me fait penser, j'avais déjà eu l'occasion de publier Orwell en 1946 dans son livre immatriculé, appelé 1984. En dehors du travail, tout sera interdit. Marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser. Voilà, encore bienvenue en Absurdie. J'avais quelques éléments. Je vais vous les retrouver. Dans 30 secondes, on va revenir sur l'hôpital, vous allez comprendre tout de suite. Me revoilà. J'avais pris quelques notes parce que c'est quand même sidérant. En fin de compte, cette histoire d'urgence sanitaire, pourquoi ? Simplement, on a continué à supprimer des lits, des postes de soignants. Donc on culpabilise les Français, mais en fin de compte, c'est l'État qui se défausse de sa responsabilité. On vous parlait jusqu'à présent de port du masque au restaurant. Il fallait presque mettre, il y avait des consignes. En fin de compte, les consignes changeaient tous les 2 jours. Donc les gens ont à peine le temps d'assimiler les consignes quand on leur donne déjà d'autres consignes. Mais port du masque obligatoire au restaurant. Donc on vous demandait de remettre le masque entre chaque plat. Vous voyez, alors qu'au départ on vous a dit, vous le prenez par les bords, vous le filez sur les oreilles, vous ne le touchez pas avec les doigts et vous restez comme ça pendant 4 heures. Maintenant, vous êtes au restaurant, vous mangez votre entrée, vous remettez votre masque, vous allez l'enlever, vous allez le poser sur le bord de la table, vous allez après attaquer votre viande, vous avez fini, vous buvez un coup de rouge, vous remettez votre masque, vous commandez le fromage ou le dessert et vous le remettez, vous le manipulez avec vos mains qui sont souillées par des microbes, etc. Donc, franchement, c'est se foutre de la gueule des gens. On est d'accord. Je veux dire, vous êtes en train de manger. Comment voulez-vous manipuler votre masque 4 ou 5 fois au cours du repas ? Mais enfin bon. On veut vous culpabiliser. L'État n'a rien fait pour travailler, pour faire en sorte de diminuer l'encombrement des hôpitaux, pour étoffer l'offre d'urgence. Ils ont continué leur travail de destruction de l'hôpital public, de détruire le peu qui reste. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, moins 110 000 lits en 25 ans. On a eu, je crois, 3400 fermetures de lits en 2019. Il me semble depuis 2010 ou 2011, Bruxelles, il me semble que je vous l'ai déjà dit, 63 fois, Bruxelles a demandé la baisse des dépenses de santé. Nous avons, je crois, à première vue, mais il me semble que Macron avait l'air de préciser le contraire, je n'ai pas tout saisi, mais nous avons toujours la même capacité nationale de lits de réanimation qui est toujours de 5000 lits. Rien n'a été fait, et ce, malgré la crise. Alors vous avez une pénurie de personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens arrêtent, ils n'en peuvent plus, on va leur supprimer des jours de congé, mais vous voyez bien qu'on marche sur la tête. J'entendais l'autre jour que la Chambre des comptes d'Occitanie demande la baisse des charges et donc demande la suspension de lits et de postes. Voilà. Alors qu'on est en pleine crise sanitaire, qu'on se plaint d'être surchargé, et en fin de compte, on vous fait fermer des lits. Saint-Étienne, début octobre, prévision, moins 9 lits. Besançon, moins 28 lits. Strasbourg, on veut supprimer 14 lits. Je crois que l'agence France-Presse nous a expliqué qu'il n'y avait aucune ouverture de lit d'urgence en Île-de-France durant cette période-là. Voilà. Rappelez-vous qu'en France, nous avons 10 infirmiers, pour une certaine catégorie de population, nous avons 10 infirmiers quand les Allemands en ont 13. Nous avons 5,9 lits de réanimation contre 8 en Allemagne. Mais qu'ont-ils fait depuis 6 mois ? Rien.
Rien, 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 rien. Pourtant, rappelez-vous, le 14 juillet, Macron a dit « on sera prêt pour la deuxième vague ». Et en fin de compte, ce ne sont que des effets d'annonce, on navigue à vue, on improvise tous les 2 jours. Voilà. Donc, vous pouvez être complètement dégoûté. Et puis, oui, enfin bon. De toute façon, les mêmes bobards. Rappelez-vous, réfléchissez un peu. Comment croire ce que vous raconte le gouvernement? De tout temps, on nous a menti à propos du tabac, on nous a menti à propos de l'amiante, on nous a menti à propos des obturations dentaires contenant du mercure. Les dentistes qui osaient parler des soucis avec le mercure risquaient d'être radiés. On nous ment sur la sécurité des vaccins, on nous a menti à propos de l'aluminium dans les déodorants, on nous a menti à propos des cancers causés par certains talcs, on nous a menti à propos des thérapies de substitution hormonale, à propos du plomb dans les vernis. On nous a menti sur les dangers du fluor dans l'eau potable et dans les dentifrices. On nous a fait tout un pipeau sur les graisses saturées et on a incriminé les indispensables oméga 3. Maintenant, on vous dit qu'il faut prendre des oméga 3 si vous avez du cholestérol. On nous a menti à propos des pesticides, du glyphosate. On n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. On nous a menti sur les crèmes solaires. On nous a menti sur des médecines, des traitements naturels, parce que ça ne faisait pas tourner le laboratoire. On nous a menti à propos du changement climatique. On nous a menti à propos du sucre, des édulcorants qui pourraient être un petit peu très dangereux pour la santé. Hein. On nous a menti à propos des armes de destruction massive en Irak. On nous a menti aussi, toujours sur le cholestérol, sur les fameuses statines, qui sont quand même relativement dangereuses. Et on nous a menti pour Tchernobyl. Rappelez-vous, le nuage radioactif s'arrêtait à la frontière. Hein. Et maintenant, on voudrait nous faire croire qu'ils ne nous mentent pas pour le Covid-19. Donc, quand la confiance est partie, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Et quand tous les actes que vous voyez faits par le gouvernement sont en dépit du bon sens, hein, comment voulez-vous, pour 0,01% de la population. De toute façon, au bout de la vie, il y a toujours la mort. Si vous voulez, c'est une question de... Bon, on est d'accord, hein, moi, j'ai dépassé la barre des 60 ans, donc bientôt, je vais être dans la catégorie de ceux qu'on laisse mourir ou qu'on achève. Mais la sélection naturelle fait que il y a des personnes, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos, hein, bon, on n'a pas de chance génétiquement, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des problèmes de surpoids, d'obésité, des problèmes cardiaques, enfin des tas de... malheureusement, et en fin de compte, génétiquement, on est plus faible. Et moi, depuis 6 mois, je vais tous les jours à mes occupations. Je n'ai rien chopé, bon, Dieu merci. Beaucoup d'autres aussi. Encore moi, j'ai la chance, je ne fréquente pas les transports en commun, donc je passe quand même à travers pas mal de sources de contamination. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une sélection naturelle et que dans un troupeau, il y a toujours un animal qui court, une antilope, par exemple, qui va courir beaucoup moins vite, et c'est elle qui se fera choper par le lion. Et là, vous avez une personne qui va être beaucoup plus en état de souffrance, en souci de santé, et malheureusement, le Covid va lui tomber dessus, et voilà, et c'est grave, on est d'accord. Mais voilà, et vous avez des gens, vous aviez 8 à 10 000 personnes qui, chaque année, chopaient la grippe. Qui n'a pas chopé la grippe, hein? Eh oui, mais il y a quand même 8 000 personnes, 10 000 personnes par an qui mourraient de la grippe saisonnière. Alors après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui meurent du Covid aussi. Voilà. Mais bon, encore une fois, on n'est à même pas 30% d'engorgement. Oui, 1500 sur 5000 postes de lit d'urgence. On est au tiers. Mais effectivement, s'il y avait 6 000, 7 000, 8 000, si on avait des capacités semblables à celles de l'Allemagne, eh ben, on serait à 10% d'occupation des services d'urgence, vous voyez? Mais évidemment, quand on réduit au minimum, hein, qu'on ne paye pas les gens, tout est fait pour fermer des lits et sacrifier l'hôpital public pour laisser prendre
le gâteau par des multinationales de santé, ben voilà. Donc après, c'est facile de dire « Ah mon Dieu, nos services sont engorgés, vous vous rendez compte, les pauvres soignants ?» Bah oui, mais Coco, hein, tu as diminué, il fallait toujours diminuer. Ça fait des années qu'on ferme des hôpitaux, qu'on supprime des services. Bah oui, mais à un moment, quand il n'y a plus de personnel et que les gens, justement, s'arrêtent de travailler parce qu'ils ne peuvent plus subir ces conditions, eh ben on en est là. Mais la faute à qui? Qui a pris les mesures? C'est bien l'Europe qui demande de diminuer les frais de santé. Voilà, et à un moment, vous n'aurez plus de sécurité sociale, tout sera pris en charge par des mutuelles qui vous coûteront... De toute façon, regardez comme ça se passe aux États-Unis, et dites-vous bien que c'est un modèle qu'on veut imposer à l'échelon mondial. C'est voilà, c'est la mondialisation, voilà. Mais pas la mondialisation de tout ce qui est bien pour la protection du citoyen, c'est au contraire la mondialisation plus d'ensauvagement, voilà. Ensauvagement économique, c'est-à-dire les pauvres seront de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. D'ailleurs, on l'a vu, en l'espace d'un an, les riches sont de plus en plus riches. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que quand on se bat pour la souveraineté, pour le droit de prendre les mesures qui s'imposent pour notre pays, il y a des choses, c'est de l'ordre de l'État, c'est régalien. La défense, la souveraineté financière et économique, la santé, vous voyez, et même l'établissement de structures routières, ferroviaires. Si on veut que les citoyens soient traités à égalité, il n'y a pas de raison, vous êtes au fin fond de la Loire ou de la Haute-Loire, et vous avez droit quand même à avoir un service public de transport, et pas avoir un bus par jour qui vous emmène vers la métropole régionale à proximité de votre patelin. Et voilà, parce que quand vous payez vos impôts, vous payez les mêmes impôts que le gars qui habite Lyon, Paris, et qui a tout devant sa porte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la rentabilité, c'est une chose, mais quand même, il faut qu'il y ait une certaine égalité dans les territoires. Et ça passe aussi par l'hôpital. On a fermé des tas de petits hôpitaux régionaux. Alors effectivement, des maternités, des choses comme ça, mais bon, parfois, c'est très délicat pour les gens qui vivent dans ces territoires, et en fin de compte, ça pousse les gens à laisser tomber et à venir en ville, alors que justement, on est en surpopulation dans les villes, et que quand on voit les problèmes sanitaires et les problèmes d'emploi et du télétravail, maintenant, le mouvement serait inverse, et les gens cherchent à partir un petit peu à l'extérieur des grandes villes, pour une meilleure qualité de vie, pour pouvoir vivre des confinements plus tranquillement, et puis pour éviter les couvre-feux. Alors c'est très particulier un couvre-feu, hein, parce que en fait, quand vous êtes à la limite de votre arrondissement, alors la communauté urbaine, elle s'arrête à telle commune, hein, et puis vous traversez la rue, hein, vous êtes sur une autre commune qui va être toujours dans le même département, par exemple dans le Rhône, j'ai des communes, vous arrêtez, vous êtes communauté urbaine de Lyon, Grand Lyon, et puis vous traversez la rue, vous êtes déjà dans une autre commune. Et bien, sur un trottoir, vous avez le droit de vous balader après 21h, et sur l'autre, vous n'avez pas le droit. Voilà, hein, donc vous avez intérêt à savoir. Et puis c'est comme vous avez un département qui s'arrête, et puis vous avez tout de suite l'autre département, ça va être l'Isère, ça va être l'Ain. Voilà. Encore une fois aussi, pareil, et c'est valable aussi pour la région parisienne, les riches vont partir le vendredi après-midi dans leur maison de campagne ou à l'hôtel, se prendre 3 jours, 2 jours. Ils vont aller dans le département d'à côté où il n'y a pas de couvre-feu, hein, puisque c'est que dans les grandes métropoles. Et puis voilà, tranquille. Vous revenez lundi matin au travail, et puis au bureau, et puis tranquille. Hein. Par contre, le pauvre type, lui, qui est dans son lotissement, dans son logement social, dans son HLM, et ben lui, à 21h, il sera caserné devant sa télé, et puis c'est tout. Voilà. Et je vous dis encore, quand je pense à tous les gens qui font équipe, moi je suis confronté journellement avec des gens qui attaquent à l'usine à 6h du matin, d'autres qui terminent l'équipe du soir à 21h, voire 22h. Voilà. Alors là, donc, de nouveau, les petits papiers et tout, enfin bon. Voilà. Ça, c'est En Marche, droit dans le mur avec Macron. Allez, sur ce, en tous les cas, merci. Partagez, je vous en prie, faites passer la bonne parole, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on aurait jusqu'à fin novembre. Hein, pas plus de 6 à table, attention. Hein. Vous faites comment quand vous avez 3
4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Eh bien, ils vont venir vérifier. Vous faites 2 services. Madame, faites 2 services. D'abord, vous faites manger les enfants, et ensuite, vous mangez avec votre mari. Voilà. Bon, enfin, sur ce, c'est risible. C'est risible, tout ça, parce qu'on n'a pas mis les moyens dès le départ, et on a continué à raconter des bobards. Sur ce, je m'arrête. Il faut quand même profiter pour aller travailler encore, pendant qu'on le peut, pendant qu'il y a encore du travail. Et puis voilà. Je vous laisse, je vous remercie, et ben, écoutez, abonnez-vous, partagez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous salue tous, et je vous envoie mes amicales salutations, de gros bisous à tous. Merci, à la prochaine, au revoir.